Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle web conférence running et try.net. Alors, normalement, vous devez voir mon écran et mon visage qui s'affiche. Et je vous envoie un petit mot dans la fenêtre de chat. Voyons si vous m'entendez, si vous me recevez. Allez, on va bientôt démarrer. Donc, je vous souhaite d'abord merci à vous, merci à tous d'être venus et d'être présents pour cette conférence en ligne. C'est qu'on va voir ensemble 5 erreurs qui bloquent ta progression et 5 autres erreurs à éviter, notamment après un run. Alors, j'espère que vous allez bien. Vous pouvez me dire déjà si vous m'entendez, si vous me recevez et si tout est OK pour vous. Euh, si vous avez le son et si vous avez la vidéo qui était OK pour vous. Bonsoir donc à tous. Bonsoir Anne-Marie, bonsoir Karine, bonsoir Uli, bonsoir Oled, bonsoir Gilles. Donc, si vous m'entendez, faites-moi un petit coucou dans la fenêtre de chat et on va pouvoir attaquer assez rapidement et attendre brièvement les petits retardataires qui pourraient arriver d'ici quelques minutes. Donc j'espère que vous m'entendez, que le son est bon, que la vidéo, tout ça c'est parfait. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire dans la fenêtre de chat et on va pouvoir attaquer assez rapidement dès que j'ai plusieurs réponses qui me disent que tout est OK, tout est bon et que tout fonctionne très bien. Alors, on va attaquer cette conférence. Merci Lily de m'avoir répondu. Merci Renaud de m'avoir répondu. Donc, on va pouvoir attaquer rapidement donc, cette conférence. Comme j'ai dit, j'ai plusieurs choses à partager avec vous tous aujourd'hui. Et avant de débuter, en attendant les dernières secondes pour cette conférence, d'attaquer la conférence, pouvez me dire tout ce que vous venez. Je sais que Uli vient de Suisse. Si mes souvenirs sont toujours aussi bons, si tu es toujours en Suisse. Et pour les autres, vous pouvez me laisser un message dans cette fenêtre et on va voir de ce que vous venez. Moi, malgré mon accent, je viens de la Bretagne, du fin fond de la Bretagne même. Alors, on va partir, on va donc attaquer cette conférence. Et si vous avez un souci avec le son de la vidéo, parfois il suffit de se déconnecter et de repartir. Alors, le problème, c'est qu'on s'entraîne dur et que s'entraîner dur ne garantit pas d'avoir les bons résultats. Et beaucoup ont du mal à progresser. Alors, ce que je vais te dire maintenant, ce sont des conseils que tu peux utiliser dès aujourd'hui et qui vont te permettre de partir ou de repartir de l'avant. Par contre, on va aborder des problèmes, des soucis qui ne concernent pas des séances spécifiques entraînement course à pied. Bien sûr, on va parler beaucoup entraînement. Alors, ma promesse du jour, ou plutôt pour cette conférence, c'est qu'à la fin de cette conférence, tu connaîtras les principales erreurs à éviter absolument et tu vas en profiter pour récupérer les bons réflexes qui vont t'aider à progresser tout en courant plus sereinement. J'appose comme d'habitude mon saut et mes initiales et je te rappelle une citation que j'aime bien se rappeler, le plus difficile est de se décider à agir, le reste n'est que de la ténacité. Allez, on va donc attaquer et est-ce que c'est d'abord une promesse audacieuse? Oui, comme toujours, le but c'est que tu repartes de chaque séance de conférence en ligne ou de masterclass, que tu repartes avec des éléments à appliquer. Peut-être pas tous les conseils que je vais te donner, mais au moins en prendre un ou deux, les noter sur un bout de papier ou sur une feuille, sur ton ordinateur pour les mettre en place rapidement dans tes entraînements et voir ce que tu vas pouvoir faire avec et comment tu vas progresser aussi avec ça. Voilà ce que tu apprends durant cette présentation. 5 erreurs qui bloquent ta progression. Également, 5 autres erreurs à éviter après un run. On va faire les séances de questions-réponses plus la surprise. Il va y avoir une petite surprise en fin de programmation, ou plutôt à la fin de la vidéo et de la conférence. Donc, si tu as des questions autour de chaque fois que je pose, chaque fois que je dis un truc, tu as des questions que tu as du mal à comprendre ou tu n'arrives pas à comprendre ce que je vais te dire, n'hésite pas à poser la question dans la fenêtre de chat et je répondrai avant même d'arriver à la séance de questions, parce qu'il est important de lever tous les doutes au fur et à mesure que la vidéo
s'enchaînent. Alors, on continue. J'ai plusieurs écrans, donc aussi, ne t'inquiète pas si je regarde à droite et à gauche, et si je ne vois pas ta question tout de suite, je reviendrai ensuite. Donc, moi, je te conseille notamment d'éviter d'être sur Facebook en même temps. C'est surtout pour la bande passante, sur les chats ou sur le téléphone portable et tablette, pour économiser la bande passante et pour pas avoir des coupures à certains moments de la formation. Donc, si possible, un casque. À boire, moi, tu vois, ben, j'ai toujours des bouteilles après oui, là, c'est du thé glacé que j'ai fait moi-même. Et de quoi prendre note si tu as besoin de noter quelque chose. Petite précision, si ensuite ben, tu te dis dans la vidéo, ah, j'ai oublié de noter ça, je ne me souviens pas trop, à ce moment-là, tu m'envoies un petit mail et je te redonnerai les informations avec grand plaisir. Alors, à qui s'adresse cette présentation? Tu es un coureur qui veut progresser, une rouleuse, hein. Tu es en train de stagner et tu n'arrives pas à passer un cap. Tu veux améliorer ton chrono, tu as la marre de courir dans le vide avec la sensation de ne jamais pouvoir y arriver, ou tu veux simplement mieux courir. Je vais me présenter très brièvement, comme à l'habitude. Il y a toujours les nouveaux dans chaque formation, donc qui je suis et très rapidement. J'ai commencé la course à pied il y a plus de 25 ans et j'ai commis de nombreuses erreurs qui ont retardé ma progression. Des erreurs d'ailleurs dont on va voir. Et la première erreur que je vais te parler, qui est une erreur importante, que commettent 90% des runners, je l'ai faite, celle-là bien sûr, et toutes les erreurs qu'il y a eu, je les ai pratiquement toutes faites. Donc, très très important de toujours des erreurs qu'on peut faire, et moi j'en ai fait beaucoup qui m'ont blessé. J'ai souvent couru sans plan précis, à la l'aveuglette, au feeling. J'ai aussi enchaîné des plans d'entraînement sans savoir si c'était vraiment fait pour moi, et j'ai eu beaucoup de blessures, hein. Je vais pas toutes les énumérer, mais j'ai fait cette partie d'entorse à cheville, les petites déchirures, les petits claquages, pour finir par la fracture du péroné avec arrachement des ligaments du genou, et je l'ai fait, entends-toi bien, sans faire une chute, hein. Ça m'est arrivé en courant tout simplement, sans chuter, je me suis fait cette blessure. Alors, je suis plutôt ce qu'on appelle un coureur de milieu peloton. Tu vois, j'ai commencé 50 minutes sur 10 km, et mes meilleurs chronos sur 10 km, par exemple, ben, c'était un peu moins de 37 minutes, 36 minutes et 30 secondes, si mes souvenirs sont bons. Ça remonte à très longtemps. Et donc, pour arriver là, j'ai eu un déclic pour passer à moins de 37 minutes. J'ai découvert des entraînements très efficaces. J'ai, d'un côté, passé des diplômes qualifiants, et j'ai également pris un coach à distance, Frédéric Hurel, qui est notre entraîneur expert, et qui a fait beaucoup de programmes d'entraînement avec moi. Donc, j'ai fait des semis, des marathons, des trails, toutes distances, des ultra-trails aussi, quelques podiums en individuel ou en équipe. Donc, si moi j'ai fait 50-55 minutes sur 10 km et que j'ai fini à moins de 37 minutes, tout le monde peut le faire, tout le monde peut y arriver. C'est pas très sorcier. Il faut bien sûr s'entraîner, avoir de la patience aussi également, parce que je ne suis pas passé de 50 minutes à moins de 37 minutes en 6 mois ou un an ou en 2 ans ou 3 ans. Ça m'a pris un peu plus de temps, surtout parce que j'ai commis de nombreuses erreurs. Et si tu évites toutes les erreurs, si tu suis les conseils régulièrement, que ce soit dans les conférences que j'organise ou dans les différents emails que j'envoie, à ce moment-là, tu vas voir que tu vas pouvoir réduire le temps d'apprentissage. Le temps d'apprentissage, c'est assez long, mais tu vas pouvoir le réduire. Alors, je fais ce webinaire pour que tu aies tout simplement tous les ingrédients nécessaires pour progresser en course à pied, sans forcément rajouter les séances d'autres sports, rallonger les distances d'entraînement. Ça va t'éviter le surentraînement, bien sûr, et ça va t'éviter la fatigue et, bien sûr, de te blesser. Allez, maintenant, on va attaquer ce que tu vas découvrir aujourd'hui et que tu vas pouvoir mettre en place. Ce sont donc des pièges à éviter, des pièges qui passent bien sûr par l'entraînement, mais pas que. Tu vas voir, on va adopter différentes stratégies globales pour une meilleure pratique de la course à pied. Alors, je regarde rapidement si j'ai des commentaires. Hop, la fenêtre a changé. Voilà. S'il n'y a pas de commentaires, et on va attaquer. André s'est connecté aussi. Patrick aussi. Donc, bienvenue à tous ceux qui viennent de nous rejoindre, hein. Et on va donc attaquer maintenant avec hop,
la suite du programme avec 5 erreurs qui bloquent ta progression. Parfois, on n'en a pas forcément conscience. Parfois, on en a, il faut en avoir conscience pour les éviter. Alors, je vais régler mon stylet parce que tu as remarqué que j'aimais bien écrire un petit peu partout. Je vais prendre la couleur, ça va être du blanc pour commencer, je pense. Comme ça sera prêt pour le stylo. Allez, on attaque. Ne pas s'échauffer avant certaines séances. Cette erreur, je la vois fréquemment quand je vais sur un lieu de course, des courses de 10 km par exemple, des semi-marathons. Je regarde bien sûr parce que je suis attentif en tant que conseiller et entraîneur, je suis attentif aux échauffements que font les coureurs et 90% des runners font cette erreur qui est commise. Donc, c'est de négliger l'échauffement avant un entraînement ou une compétition. Il s'agit d'une phase indispensable à la performance que tu cours en 5 km au marathon. Et avant de te donner les 3 étapes principales, celles du programme d'entraînement, le programme running ou de formation, je vais te dire pourquoi t'échauffer, c'est très important. S'échauffer donc avant une sortie running ou avant certaines séances, je pense notamment bien sûr aux séances de VMA, ça va te permettre d'éviter les blessures ou de les éloigner au maximum. Ça va, qui pourrait freiner ta progression et amener, ça va te permettre aussi à ton corps de l'amener à température pour lui permettre d'atteindre ton plein potentiel. Donc, l'échauffement, c'est très utile pour une part les blessures et également tout simplement pour la performance parce que on va le voir maintenant, un bon échauffement permet d'améliorer les performances. Donc, je t'avais déjà dit que l'échauffement permet une élévation de la température corporelle qui soit optimale pour ton système nerveux, qui a du coup livrera une meilleure coordination gestuelle de tes mouvements. Ça va permettre aussi d'avoir une meilleure résistance mécanique qui va diminuer avec la chaleur et qui augmente aussi la souplesse des muscles. Les tendons également sont plus élastiques et avec des muscles plus souples, ça va donc diminuer le risque de blessure, de déchirure et de d'élongation, par exemple. Un échauffement réussi, donc, c'est l'assurance d'éviter ici donc les blessures et également d'améliorer tout simplement les performances et d'avoir de rapidement adopter l'intensité requise pour une séance spécifique d'entraînement ou tout simplement pour une compétition. Pour ce faire, il y a 3 étapes indispensables et comme je te disais, qu'on les préconise dans tous nos programmes. Pour certains types d'entraînement, notamment VMA, pour les compétitions, c'est indispensable. Pour les séances de seuil aussi, ça peut être très intéressant de les faire en totalité. Il convient donc de commencer par ce qu'on appelle 15 minutes à allure progressive. C'est souvent de l'allure endurance. Donc, première étape, je te l'ai marqué ici, première étape, c'est un footing. Donc, grosso modo, on va dire 15-20 minutes. On va revenir juste après sur l'allure. Les allures, c'est très souvent ce qu'on appelle allure endurance dans nos programmes, mais très souvent, on voit ça dans tous les programmes, les plans d'entraînement, pas uniquement les nôtres. Endurance A1 ou A2, grosso modo, on est aux alentours de 70%, 65-70% de ta VMA, 70%, 75% maximum de ta fréquence cardiaque. Donc, on fait 15-20 minutes et c'est là le problème qu'il y a, c'est que souvent les runners s'arrêtent à cette première phase avant. Bon, très souvent on discute ensemble, on papote avec les copains, les collègues, et puis on se lance dans la séance de VMA ou dans la compétition. Et c'est là qu'il y a le danger parce qu'on a certes un peu élevé la température corporelle de son corps, on a réveillé ses muscles, mais on n'a pas fini l'échauffement qui est primordial pour ce type d'efforts qui sont très souvent intenses. Ensuite, on va faire des exercices. Alors, ça peut être, grosso modo, on va faire 10 minutes d'exercice. Hein. Alors, ça peut être quoi comme exercice? Tout simplement du renforcement musculaire, montée de genoux, du talon-fesse, des pas chassés, des pas sautés. On travaille aussi la coordination. Donc, on peut faire courir jambes tendues. On peut également faire des exercices, des squats sautés, etc., etc.
il y a une panoplie extraordinaire d'exercices. Il suffit de chercher un petit peu sur Internet ou d'aller sur notre forum pour télécharger la méthode SEC qui est gratuite et donc qui permet d'avoir déjà beaucoup d'idées d'exercices à réaliser. On peut la faire sous une forme de 30 secondes pour chaque exercice, ou alors on peut faire des sortes de lignes droites, 50 mètres pour un exercice et 50 mètres de footing doux à une ou à deux également. Ça, c'est la deuxième phase. Donc là, on a les deux phases. Et la troisième phase, parce qu'on finit là-dessus, on va faire ce qu'on appelle, nous, des LD, qui sont tout simplement des lignes droites. Les lignes droites, ce ne sont pas des sprints, ce sont des accélérations progressives pour se mettre à l'allure de la séance de VMA ou de la compétition. Alors, par exemple, tu as prévu une séance de VMA à 100% de ta VMA, tu vas faire des accélérations progressives sur environ 100 mètres. Ce n'est pas des sprints, hein, je te le rappelle, hein. Ce sont des accélérations progressives. On commence doucement pour monter en intensité au fur et à mesure de l'accélération. Et si tu fais ça par rapport à une compétition, un 10 km par exemple, que j'ai repris l'exemple du 10 km, tu vas faire de l'accélération progressive pour monter tout doucement à ton allure à la fin de l'accélération, au bout de 90-100 mètres, à être à cette fameuse allure 10 km qui va te correspondre au départ de ta course. Voilà l'échauffement à faire et qui est recommandé pour des séances de seuil, pour des séances de VMA, des 10 km par exemple, pour également les semis, les trails courts, hein. Alors je vais te mettre TC. Ça, c'est vraiment l'échauffement que tu peux faire, hein. Tu ne vas pas t'épuiser à faire ce type d'échauffement. Ça va te permettre de te mettre vraiment en phase ensuite pour ta course. Bien sûr, après, ça va être un peu différent pour les marathons, hein. Forcément, pour les marathons, on va peut-être se contenter, par exemple, de faire un petit footing. Après, il faut attendre, il faut aller dans le sas de départ. Donc, si dans le sas de départ, on va faire quelques montées de genoux, quelques squats et tout comme ça, mais vraiment très, très, très doux. Déjà, pour éviter de se blesser, pour éviter de blesser les personnes qui sont autour. Et ça va permettre de finir ton échauffement dans le sas d'attente. Idem pour ce qui va être les trails longs, les ultras également. On peut même descendre, on n'est pas obligé de faire 15 minutes, hein. Là, on peut vraiment descendre à 10 minutes maximum, hein. Ça va être vraiment tout simplement pour te permettre justement de réveiller tout simplement ton corps, juste un petit footing pour le réveiller et pour aller sur la ligne de départ tranquillou, parce qu'il faut savoir que sur les trails, tout ça, par exemple, on peut tomber après le départ d'une course tout simplement à une montée, et donc après il va y avoir une sollicitation extrême rapidement dans la course, donc un petit échauffement rapide, hein, ça ne va pas te tuer, au contraire ça va beaucoup t'aider. Alors, je regarde si nous avons des questions dans la fenêtre de chat. Bonsoir Nicolas également, bonsoir Mornier. Donc, si vous avez des questions dans la fenêtre de chat, n'hésitez pas à les poser autour de cette première question, de cette première erreur à ne pas commettre, de bien s'échauffer. C'est vraiment très important. Vous allez voir notamment la différence, notamment sur les séances de VMA ou même sur les compétitions, lorsque vous allez faire un échauffement complet et par rapport à l'échauffement basique que font la plupart des coureurs, qui est aux alentours de 90%, les 90% des coureurs qui font juste un petit footing en échauffement. Si vous avez des questions, vous la posez dans la fenêtre de chat et on va continuer avec la deuxième erreur, c'est de négliger ton indice d'endurance. L'endurance, c'est un élément essentiel de ta progression. Pour cette raison, tu dois y consacrer une majeure partie de ton entraînement hebdomadaire. Développer ton potentiel d'endurance va aussi augmenter ta résistance à l'effort et même à des efforts plus intenses. Naturellement, tu vas optimiser ta récupération en générant moins de fatigue pour ton organisme. En d'autres termes, le fait de réaliser du footing à allure cool te permettra de progresser efficacement sur le moyen et sur le long terme. Alors, les bienfaits de l'endurance fondamentale, ça augmente le débit cardiaque, ça diminue la fréquence cardiaque au repos et pour un effort donné également. Ça va augmenter aussi le nombre de capillaires, c'est des très petits vaisseaux sanguins qui sont dans ton organisme,
et dans tes mitochondries, et donc avoir une meilleure oxygénation des muscles. Et ça va te permettre de récupérer. Mais ne te trompe pas de stratégie. Il y a deux sortes d'endurance. Je t'allais donner quelques indices tout à l'heure avec la 1 et la 2. On a ce qu'on appelle chez nous, grosso modo, la 1 ici, c'est ce qu'on appelle tout simplement l'endurance, moi ce que j'appelle l'endurance de récupération. Moi j'écris toujours aussi mal, tu m'en excuseras, mais avec la souris, c'est pas évident. L'endurance de récupération, c'est celle que tu vas utiliser entre traits fractionnés. Par exemple, tu sais que tu fais du 30-30 ou des séries de 400 mètres. Tu fais ta série de 30-30 ou ton 400 mètres à intensité très élevée et tu as la récupération après qui est toujours une récupération active, qui n'est jamais une récupération, on arrête, on stoppe sur place. Donc récupération active en petit footing, et c'est souvent cette allure A1 qu'on met là, elle équivaut grosso modo à 60, 65% de ta VMA. Ça, c'est l'endurance de récupération. Mais tu as surtout besoin pour augmenter ton indice d'endurance, c'est surtout l'allure A2 qui va être utilisée, augmenter ton capital foncier. Et ça, c'est très important parce qu'il y en a qui commettent cette erreur de toujours être dans une endurance un peu trop faible et qui ont du mal à juger vraiment la différence entre les deux. Si tu veux développer ton endurance, pour développer ton endurance, c'est la 2 qu'on va pratiquer, et c'est à ce moment-là, on rentre dans ce qu'on appelle plus de l'endurance, souvent fondamentale. Elle se situe aux alentours de 70% de ta VMA. Donc tu vois, c'est vraiment très peu au-dessus, mais c'est une différence capitale. C'est ce qui va faire la différence, que tu as travaillé ton foncier. Cette A2, 70% de ta VMA, c'est celle que tu vas utiliser notamment lors de tes footings sans objectif de vitesse, lors de tes sorties longues, lors de tes rangs de course aussi, quand tu ne marches pas également. Tu dois être en aisance respiratoire totale, hein, et utiliser quasiment exclusivement ce qu'on appelle nous la filière aérobie, qui utilise l'oxygène pour produire de l'énergie. C'est cette filière qui va te permettre de développer et d'augmenter notamment ton indice d'endurance. Au niveau de ta FCM, c'est maxi, hein. On ne dépassera jamais 75% de ta FCM. Et ici, je te le marque aussi, on est aux alentours de 65 à 70%, FCM. Donc, tu vois, la différence, elle se situe ici. Là, on est plutôt sur l'endurance de récupération. C'est peut-être, par exemple, l'endurance que tu as utilisée pour faire la petite sortie le lendemain. Tu fais une course, une compétition, 10 km en semi. Le lendemain, tu vas faire une petite sortie pour éliminer les lactates, pour décompresser tout ça. Et tu vas faire 20, 25 minutes, par exemple. Tu seras alors dans cette allure A1 ici. Mais si tu veux progresser, tout le reste de tes sorties vont être en allure A2, grosso modo, avec ces chiffres-là. Alors, je regarde s'il y a des questions. S'il n'y a pas de questions, à ce moment-là, on va continuer la conférence. N'hésitez pas à poser vos questions, hein, dans la fenêtre de chat. Hop, je retourne sur mon écran. Ensuite, le troisième point noir, c'est d'enchaîner les sorties difficiles. Alors, une autre erreur fréquente, c'est le fait de multiplier les entraînements rapides sur un court laps de temps. On peut penser que s'entraîner plus dur permet d'améliorer son endurance, mais pas uniquement, mais toutes ses capacités. La réalité est en fait tout autre. Après une séance difficile, donc, en ayant proche de sa VMA, le corps a besoin de 48-72 heures pour récupérer de manière optimale. Je te le marque ici. 48 heures à 72 heures, donc, pour une récupération maximale. Et c'est donc, tu vois, que tu ne peux pas enchaîner les séances de VMA trop difficiles
trop rapidement. Pour progresser durablement, ton programme d'entraînement doit par conséquent alterner entre les séances difficiles et les sorties plus calmes axées sur l'endurance fondamentale, comme on l'a vu le point précédent, ou les jours de repos totaux, un jour de repos total, ça fait du bien, ou alors une petite sortie pour simplement en allure d'endurance de récupération pour optimiser sa récupération. Et donc, je vais te parler d'un concept qui est très intéressant, ce que moi j'appelle le 1 plus 0 plus 1 égale tout simplement 3 et pas Z comme 0. C'est tout simplement le fait d'avoir cette idée, ce concept en tête. Là aussi, on le retrouve dans tous nos programmes d'entraînement, dans toutes nos formations. C'est d'avoir une séance à toi de caler, parce que dans le programme d'entraînement, tu reçois les programmes avec le plan modulable 3, 4, 5 séances par semaine. Donc après, à toi de caler en fonction de ton organisation tes séances d'entraînement, mais avec cette idée en tête, une séance difficile, un jour de repos ou une sortie cool, ou une sortie de récupération ou de la natation cool. À ce moment-là, tu pourras remplacer après un autre jour une séance difficile qui peut être une fois une séance de VMA, qui peut être une autre fois une séance de seuil longue, ou de VMA moyenne, longue, tout ça, etc. Attention à un point important quand même, la sortie longue, quand on va faire 1h30, 2 heures, c'est considéré comme une séance, une sortie difficile. Donc, on retrouve dedans les sorties de VMA, les sorties de seuil, les sorties longues. Je mets ici SL. On peut retrouver aussi les rangs de course qui vont durer 3-4 heures. Tout ça, ça fait partie. On est sur le même niveau d'intensité, mais sur la longueur, comme les sorties longues, c'est considéré comme une sortie difficile. Donc, après une sortie longue ou une rang de course, le lendemain, ne place pas une séance de VMA en te disant que c'était cool, que tu l'as fait facilement. Essaye toujours d'intercaler un jour de repos. Donc, on retrouve ici ces types pour donc, les sorties difficiles. Grosso modo, on retrouve ceci, VMA, seuil, sortie longue et rang de course également. Ça peut être aussi, je ne l'ai pas marqué, mais je n'ai pas pensé à en parler, mais une séance de musculation. Hein. Si tu fais une musculation lourde, bien sûr, on va rentrer dans ce type de séance. On peut retrouver aussi les séances qu'on retrouve en club, les séances de cardio. C'est souvent des séances. Et comme on va en club, on ne fait pas que la séance de cardio et à côté, on va faire la musculation, du renforcement musculaire. Ça peut être considéré comme du travail difficile. Donc, attention, le but pour toi, c'est vraiment d'être optimal sur les séances de VMA et de seuil pour donner le meilleur de toi-même. C'est très important. Donc, attention également à ton enchaînement de ces sorties difficiles. Ensuite, suivre un plan d'entraînement monotone. La routine de l'entraînement, ça conduit inévitablement à la stagnation. Et tu vas voir qu'on va parler de plusieurs formes d'entraînement monotone. L'un des principes fondamentaux de l'entraînement est de proposer à ton organisme de nouvelles situations auxquelles il va devoir s'adapter. Alors, on cherche à stresser, et dans le bon sens du terme, son organisme pour qu'il y apporte une réponse. Et si cette réponse acquise durablement, on parle alors de progrès. Si on répète toujours les mêmes contraintes, le corps n'a plus besoin de s'adapter, on ne progresse plus. La clé de la réussite, c'est donc de varier ses entraînements et par là même de changer ses habitudes. Le fait de varier ses sorties d'entraînement, ses sorties running, c'est aussi un véritable levier de progression. Or, de trop nombreux pratiquants s'entraînent toujours de la même manière. Par exemple, ils font toujours les mêmes séances de VMA. Donc, comment mettre ça? Voilà. Hop. VMA, toujours les mêmes. Ça peut être, par exemple, toujours faire les mêmes séances de 30-30. Ça peut être aussi de courir toujours sur le même parcours. Ça peut être aussi d'avoir toujours la même semaine d'entraînement. C'est-à-dire, par exemple, que tu vas retrouver dans certaines semaines, les gars vont te faire, par exemple, il va y avoir la sortie de VMA, par exemple. On va retrouver la sortie longue et la sortie de seuil. Là aussi, on va se retrouver à force toujours dans le même style d'entraînement monotone. Ton corps va s'habituer. Il va enregistrer que dans la semaine, il va faire sa séance de VMA, il va faire sa sortie longue et il va faire sa séance de seuil. Au fur et à mesure, au début, tu vas faire des progrès, puis
ça peut expliquer à certains moments pourquoi des coureurs stagnent, alors qu'ils font pourtant des séances qui sont essentielles pour progresser, des séances de VMA, des séances de sortie longue, des séances de seuil, et ils n'arrivent plus à progresser. Tout simplement parce que le cerveau n'a enregistré que à un moment donné, ben, il fait toujours le même type d'entraînement, toujours le même type de sollicitation, et forcément, ben, il a enregistré comment il se prépare à l'avance et il va trouver la riposte avant même d'avoir des nouvelles contraintes ou d'avoir des nouvelles façons de s'entraîner. Donc, en plus, on peut avoir une perte de plaisir, hein, si on s'entraîne toujours pareil, on a le plaisir qui chute. On a aussi également un autre P qui va chuter, c'est aussi tout simplement les performances qui vont chuter au fur et à mesure. Alors, il est très facile de varier ses entraînements et c'est l'un des grands avantages de la course à pied, c'est qu'il existe une multitude de façons de s'entraîner différemment, du simple footing au fractionné, donc en progressif, en dégressif, les séances de côte, de Farlek, les possibilités sont infinies. Charge à toi désormais de les intégrer dans ton programme et d'essayer justement de casser ici, de casser les séances. Par exemple, si tu varies ta semaine, une fois pour de temps en temps, tu vas remplacer ta séance de VMA par du Farlek. Une autre fois, ça va être le seuil qui va être remplacé par une séance de côte ou par une séance de musculation, par exemple, ou au poids du corps. Donc voilà, varier les parcours également, varier les objectifs et ne pas penser que préparation à une compétition spécifique. Ce que je veux dire par là, c'est que on voit souvent aussi des coureurs qui enchaînent des plans d'entraînement, hein, les plans d'entraînement pour un 10 km, pour un semi par exemple, ou un marathon, ou un trail tout simplement. Et du coup, ils ne font que d'enchaîner des programmes comme ça. Et entre ces programmes d'entraînement, ces plans d'entraînement, ils ont du mal à se motiver pour faire quelque chose de plus précis, pour voir autre chose. Et c'est là que tu peux justement faire des préparations comme on le montre dans le programme d'entraînement. Tu peux simplement, par exemple, booster ta VMA. Hein, c'est des programmes très courts sur 4 à 8 semaines que nous on met en place, par exemple, avant de préparer un marathon, un semi, un trail. Tu peux trouver 4 à 8 semaines avant travailler spécifiquement pour booster ta VMA, mais tu peux aussi travailler la technique de course. Ça, c'est intéressant aussi de le faire, même si tu peux le faire avec le programme précédent. Tu peux également faire du renforcement musculaire par exemple, sur 4 semaines. Essayer de trouver un plan comme la méthode SEC. Je te rappelle, la méthode SEC, tu peux aller sur notre forum pour la télécharger. Elle est gratuite et elle va te permettre notamment de faire du renforcement musculaire en variant tes entraînements. Ou alors, on l'a vu tout à l'heure, chercher une méthode pour augmenter ton foncier. Tu vois, les objectifs ne manquent pas et ils peuvent être variés en fonction du plan d'entraînement que tu choisis et par rapport à la planification. C'est pour ça qu'il est intéressant toujours d'essayer d'avoir une planification annuelle cohérente. Donc, on a passé sur quelques diapositives. Je regarde s'il y a des questions. Bonsoir Anthony. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans la fenêtre de chat. Et comme ça, vous pourrez tout simplement, je pourrai y répondre en direct. Donc, très important aussi également, ce qu'on va voir sur le point suivant. Hop. Faire de chaque entraînement une compétition. Et ça, parfois on a du mal, c'est vrai, surtout quand on le fait en groupe. S'entraîner bien, s'entraîner, c'est aussi s'entraîner à son juste niveau. Chaque séance d'entraînement, et particulièrement le fractionné, ne doit pas être un prétexte à se tirer la bourre avec les copains, ou tout seul, même en regardant sa montre, et s'arracher pour obtenir les meilleurs chronos possibles. Il faut avoir un triste respect des vitesses courues et des temps de récupération pour t'assurer une progression incontestable sur le long terme. Mal gérer son effort à chaque sortie ou sur ta boucle préférée. Donc, il faut éviter d'oublier le record parce que sinon, tu vas finir par te blesser et tu vas régresser au niveau de tes performances. Et pour ça, il est toujours intéressant de connaître son niveau. Donc, régulièrement, hop, je vais avoir du mal à l'écrire, test VMA. Alors, tu ne vas pas le faire toutes les semaines, tu ne vas pas faire un tous les mois, mais 3 à 4 par an, c'est vraiment l'idéal d'avoir toujours sa VMA et de suivre
essayer de faire les séances en utilisant les pourcentages de VMA ou de sa fréquence cardiaque. Et donc, c'est pour ça que si tu cours en groupe, si tu fais des séances de VMA en groupe, attention à l'effet groupe, justement, de ne pas aller trop loin ou d'être trop en dessous aussi également, parce que tu veux t'adapter et rester au même niveau que les autres. Donc, essayer de courir le plus près de tes valeurs de VMA ou de fréquence cardiaque. Le seul jour où c'est que tu vas t'arracher en compétition et que ça compte vraiment, c'est le jour de ta compétition, de ton objectif de course. Également, dans le même style d'erreur, on a les compétitions en outrance, c'est-à-dire courir. Il y en a qui vont faire des compétitions tous les week-ends, ou pratiquement tous les week-ends. Là aussi, s'il n'y a pas derrière une idée, une pensée, plutôt, si tu ne réfléchis pas par rapport à ta planification, parce que tu peux te retrouver à enchaîner des compétitions par rapport à un challenge, par exemple, mais hormis ça, on évite de faire des compétitions tous les dimanches, hein, tout simplement pour éviter de se blesser et de régresser au fur et à mesure. Courir pour le plaisir en accrochant un dossard chaque week-end, c'est possible également, mais tu ne dois pas envisager les épreuves sous un angle de performance. Donc, ça voudra dire courir en dessous de ton niveau pour accompagner un ami ou un collègue, par exemple. Ça, c'est possible, mais attention quand même, parce que très souvent, si tu es compétiteur dans l'âme un petit peu, la nature reprend possession, la nature a peur de son vide. Et moi, je te parle par expérience, j'avais du mal vraiment à garder un niveau en dessous de ce que je pouvais faire. Donc, attention à ça. Il ne faut pas envisager, si tu enchaînes toutes ces épreuves, sous l'angle de la performance. Donc, il est clairement nocif de vouloir se rentrer dedans chaque semaine, de faire fi de toutes les règles de récupération physiologique. Donc voilà, ça c'est très très important également. Maintenant, on va passer à 5 autres erreurs à éviter après un run. Lorsque tu cours, ton corps est soumis à une grande quantité de stress. Les muscles sont sollicités, tes articulations supportent aussi de lourdes charges et ton cerveau tourne à plein régime. Il ne faut pas oublier le cerveau en se concentrant sur chaque foulée, sur les allures, tout ça. Donc, tu sollicites énormément ton corps, sans compter qu'à côté, nous avons, le travail, les enfants et tout ça. On n'est pas des coureurs professionnels. Donc, une fois l'entraînement running terminé, une nouvelle phase commence, c'est celle de la récupération. Ton corps se met alors à compenser tous les efforts afin de se développer et de passer au prochain niveau de performance. Et donc là, on va voir ensemble 5 autres erreurs à éviter après un run. Donc là également, si tu as des questions autour de ce sujet-là, tu les poses ou des remarques à faire, tu les poses dans la fenêtre de chat et moi, j'irai les regarder juste après. Donc, on revient là-dessus et on va commencer. C'est la première erreur, c'est d'oublier le retour au calme. Alors, lors d'efforts intenses et prolongés, la quantité d'oxygène arrivant aux muscles devient souvent déficitaire et ça ne couvre plus nos besoins. Cela s'accompagne d'une augmentation de l'acidité au sein des cellules musculaires, ça entraîne une baisse du rendement et parfois un arrêt total de l'activité. Hein, c'est la fameuse acidité musculaire. Afin de rétablir cet équilibre au sein des cellules musculaires, le coureur est alors dans l'obligation de réduire sa vitesse de course afin de rétablir une bonne oxygénation des muscles sollicités. Ce footing, on l'appelle souvent retour au calme, et il a donc pour objectif de rétablir au plus vite les équilibres au sein de la cellule musculaire en accélérant le processus de récupération. Ce retour au calme permet aussi d'évacuer donc l'acide lactique qui a été accumulé dans les tissus musculaires tout au long des parties qualitatives, notamment des séances à haute intensité, les séances de VMA par exemple, et que ton corps n'a pas pu évacuer. Lorsqu'on dit que lorsque tu as couru par exemple en aérobie. Donc, ce retour au calme est très important et ne termine jamais un entraînement de course à pied abruptement sans avoir accordé du temps à ton corps pour se remettre lentement de cet effort intense et de récupérer de manière efficace. Voilà à quoi va ressembler ton retour au calme sur les 5 à 10 dernières minutes de la séance de Régnier. Ça va être de ralentir l'allure afin de diminuer ta fréquence cardiaque avant de t'arrêter. Donc, on va partir pour ça sur le retour au calme. On va faire un petit footing qui va durer 5
à 10 minutes, grosso modo, et on va être sur de l'allure à 2. Donc, on revient toujours pareil à ce qu'on avait dit avant sur l'allure à 2 et à 1 au niveau de l'endurance. Et donc, on peut finir en A1. Donc, grosso modo, on est ici sur de l'endurance, que ce soit de l'endurance foncière ou l'endurance fondamentale ou de l'endurance de récupération. Donc, on est vraiment sur des allures très faibles et tu vois qu'il n'y a pas besoin d'en faire beaucoup. Hein. 5 à 10 minutes, ça suffit largement. Alors, tu peux aussi faire quelques exercices d'étirement ou massage. Tu peux masser aussi légèrement tes muscles. Alors, à la main ou avec un foam roller, tu sais, ce sont les appareils qu'on utilise. J'en ai un ici. Hop, je viens de te le chercher, mais il est derrière, il est loin derrière. Mais ça, moi, les étirements, tout ce qui va être étirement, les massages aussi, hein. Moi, je te conseille personnellement ne pas le faire tout de suite après l'effort, hein, mais de le faire et d'attendre tout simplement après la douche. Après la douche, donc après avoir pris ta collation, on va y revenir sur la collation de récupération tout à l'heure, et tu fais tes massages, tes étirements, ça va te permettre d'oublier ou plutôt de prévenir les éventuelles courbatures. Mais il vaut mieux le faire après une bonne douche, au calme et au chaud, tranquillement chez soi. À noter également un autre point très important que je voulais voir avec toi, qu'en cas de course très longue, notamment sur les ultras, mais on peut mettre aussi dedans les marathons. On peut mettre aussi les trails longs. Hop là. Trails longs. TL, pardon, voilà. Sur les trails longs, attention à faire, à ne pas en faire, mais je te déconseille même de faire tout ce qui est étirement et massage, parce que tu vas déjà risquer les blessures. Juste après, je te parle juste des étirements massage, juste après avoir fini ta course, donc à éviter. On va éviter aussi le retour au calme également. On ne va pas faire de retour au calme pour les ultras, on ne va pas faire le retour au calme pour les marathons ni pour les trails longs, parce que le fait de courir encore plus risque d'aggraver les micro-lésions musculaires d'un organisme qui est déjà très éprouvé. Donc, en grosso modo, il vaudra mieux faire à ce moment-là le retour au calme, le faire au petit footing le lendemain ou le surlendemain pour éliminer tout ça un petit peu. Le petit footing de récupération, là toujours pareil, là on sera uniquement dans de l'allure à 1 et 15-20 minutes maximum, on ne va pas trop là-dessus. Donc en ce qui concerne les compétitions, plus la distance est courte et rapide, plus la production d'acide lactique est importante et plus un retour calme avec une récupération s'impose. Donc là, après un 10 km, par exemple, tu peux très bien faire une course lente à, donc comme je te le disais, hein, on est aux alentours de 60-65% maximum, mais tu peux descendre aussi à 55-60%, pardon, de ta VMA, hein, sur ces footings de retour au calme. Donc, grosso modo, pour un 10 km, on peut faire 10-20 minutes maximum. 10-20 minutes aussi également pour un 15 km et 10 minutes suffisent pour un semi. Si tu ne peux pas faire, parce que très souvent, juste après la course, malheureusement, il y a le ravitaillement, donc on ne peut pas repartir pour un footing. Et également, on veut éviter de le faire parce qu'il y a les copains, les amis, on aime bien discuter, tout ça, ou on est pressé de temps. À ce moment-là, comme je te dis, il vaut bien faire le retour au calme le lendemain ou le surlendemain. Tu peux très bien aussi marcher. Hein, la marche active, c'est vraiment très bon. Donc, comme je te disais, pour les courses très longues, on évite de faire cela parce qu'on risque d'aggraver les lésions musculaires et c'est aussi responsable des courbatures. Par contre, ce que tu peux faire, après ton ultra, après ton marathon, ton trail long, tu peux faire une séance de massage très doux, bien te réhydrater, prendre ta douche et tu peux aller faire une petite marche tranquille, là, grosso modo, 30 minutes,
30 minutes de marche tranquille, ça va déjà être pas mal pour recycler une partie de l'acide lactique qui est produite par ce type d'effort très intensif et très long également. Alors, je regarde si j'ai des questions. Hop, je me gratte le nez en même temps. Donc, si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas dans la fenêtre de chat de les poser. Et moi, je continue ma présentation. Ne pas compenser la perte de liquide, c'est le point suivant. Alors, si tu ne bois pas suffisamment après ton run, ou même si tu ne bois pas suffisamment tout court, ton corps ne sera pas en mesure de travailler efficacement et d'éliminer les déchets métaboliques, comme par exemple la fameuse acide lactique dont on parlait après un entraînement intense. Veille donc à bien t'hydrater tout le temps, mais principalement et durant les 2 heures qui suivent la fin de la session de course à pied, en buvant suffisamment d'eau ou de boissons riches en électrolytes. On va y revenir. Ainsi, tes muscles sont bien alimentés en oxygène et nutriments qui maintiennent tout simplement aussi leur souplesse. Le choix le plus simple, c'est de l'eau ou de l'eau gazeuse, hein, comme ici par exemple. Là, c'est la Salvetat, mais ça peut être une autre marque, il n'y a pas de souci là-dessus. En plus, l'eau, c'est l'une des boissons les moins coûteuses et les plus faciles à se procurer. Alors, après, savoir sur les boissons d'effort. C'est Gatorade. Alors, je ne sais pas si tu te rappelles de Gatorade, la marque Gatorade. C'est en 1965, donc tu vois, ça remonte à très loin. Ils ont sorti la première boisson à base de glucides et d'électrolytes. Et ensuite, ça a donné naissance à toute une gamme de boissons basées sur la théorie véridique que les athlètes ont besoin de plus d'eau pendant les exercices d'aérobie intense afin de rester bien alimentés et bien hydratés également. Alors, idéalement, les boissons pour sportifs vont contenir 6 à 8% de glucides. Je te le marque là, grosso modo. Ça, on parle bien sûr des boissons d'effort. Hein. Les boissons d'effort, comme ici, par exemple, la boisson que nous on conseille, qui est dans notre, qui est la boisson énergie effort et qui est dans notre shop de nutrition. Donc là, 6 à 8% de glucides, grosso modo, c'est ce que tu dois retrouver pour la boisson de récupération. Ça fait 14 à 20 grammes, 20 grammes par portion, grosso modo. Ça te permet aussi d'absorber tout simplement, d'être absorbé plus rapidement que l'eau. Et ça te fournit aussi un flux régulier de glucides pour reconstituer l'énergie dépensée. L'astuce, c'est que tu peux utiliser ta boisson d'effort. Pour en boisson de récupération, tu peux tout simplement utiliser ta boisson d'effort. Ça va fonctionner très bien. En plus, ces boissons-là, elles contiennent des électrolytes, du sodium, du potassium, par exemple, et des minéraux qui sont perdus pendant la transpiration et pendant la rétention d'eau également. Donc, c'est vraiment très intéressant d'avoir une boisson qui est avec, par exemple, celle-ci, donc glucides sous forme de maltodextrine, des vitamines, et etc., etc. Alors, également, qui va être très intéressant, c'est que l'ajout de protéines permet également, qui sont consommés, l'ajout de protéines après la course permet d'accélérer la restauration de ton stock de glycogène, qui est un stock d'énergie, et qui facilite la récupération musculaire. Donc, on va rajouter, pour après l'effort, de la protéine. Alors, là, tu peux l'avoir sous plusieurs formes. Par exemple, tu peux utiliser la boisson énergétique et manger, par exemple, à côté un yaourt. Moi, un diététicien me disait manger une glace parce que la glace va avoir à la fois des glucides rapides et également de la protéine avec le lait, par exemple. Tu peux manger aussi très bien, à part les yaourts, tu peux manger tout simplement une tranche de jambon, des œufs à la poêle, par exemple, ou tu peux te faire, là aussi, dans notre gamme, on a ce qu'on appelle les énergies diètes, qui est tout simplement un mélange de protéines et de glucides que tu mélanges avec de l'eau. Tu en fais une crème ou tu peux boire ça comme un shaker, comme une protéine en poudre par exemple. Et ça fonctionne très bien également après l'effort. Donc, très important, c'est d'avoir des glucides et toujours une source de protéines derrière. Et plusieurs études ont montré que ça fonctionnait très très bien. Donc, on va être grosso modo sur des glucides et les protéines, on va être en grosso modo 7 à 15 grammes, grosso modo, hein, de protéines. Donc,
c'est très intéressant d'avoir cette forme-là. Ça te permet d'optimiser ta récupération et tu vas la consommer. On va dire, alors, sur la fenêtre, juste la fenêtre d'alimentation après la récupération, la fenêtre, souvent on parlait de fenêtre de 45 minutes. On entend toujours dire ça, les diététiciens le disent toujours. Il y a des études qui ont remis ça, qui ont remis un peu cette façon de procéder, qui ont mis des bémols à cette façon de procéder. Et on va être quand même sur une fenêtre. L'idéal, c'est de le faire dans l'heure à 2 heures qui suivent. De réalimenter de suite après l'effort dans l'heure à 2 heures qui suivent. Plus tu se rapproches, mieux ce sera, parce que tu as plus besoin d'avoir un ravitaillement de qualité, plus l'effort est juste après l'effort. Un autre point important, on va éviter tout ce qui va être les jus de fruits, les sodas. Même moi, si après une course, j'aime bien me faire plaisir avec un coca. Donc, jus de fruits, soda, on va éviter tout simplement parce qu'il y a trop de glucides. La portion de glucides est vraiment énorme par rapport à tes besoins que tu aurais. Et ça va entraîner plutôt, ça va ralentir l'absorption des fluides dans le circuit intestinal. Ça peut te causer des maux d'estomac, de nausées également. Et en période d'effort, ça va également retarder la récupération. Donc attention à ça. Ah, si tu prends un jus, par exemple, à ce moment-là, tu vas le diluer avec de l'eau. Si tu le fais avec de l'eau, ça va beaucoup mieux passer. Ça, par contre, tu peux le faire. Donc, je vais regarder si vous avez des questions dans la fenêtre de chat avant de continuer. Voilà, Nicolas veut poser la question. Tu peux très bien faire un jus d'orange pressé, mais rajoute-y de l'eau. Si tu fais un jus d'orange toi-même, tu sais ce que tu as mis dedans, il n'y a pas trop de sucre, tu n'as pas ajouté du sucre, à ce moment-là, ça peut passer. Mais moi, je te conseille de mettre de l'eau dedans. Ou alors, si tu veux boire, tu peux boire juste le jus de fruits et derrière, hein, tu te prends une eau gazeuse, une eau plate juste derrière ou de l'eau, justement pour diluer le taux de sucre qui est vraiment très important dans les jus de fruits ou dans les sodas. Donc, attention à ça. Tu as également, alors moi, je t'ai présenté une solution. Tu as également, hop, à tous, vous avez également la boisson qu'on trouve dans le commerce, hein, et qui va reprendre tout simplement, j'écris de plus en plus mal, je trouve, hein, les boissons de récupération qui va avoir tout simplement des glucides plus les fameuses protéines. C'est simplement ça la boisson de récupération. Donc voilà ce qui est très important. Ça, on va l'utiliser régulièrement, fréquemment et pratiquement dans tous ces entraînements. Hein, juste après tes entraînements, tu peux tous le faire. Bien sûr, si tu vas faire un simple footing de 45-50 minutes, tu vas pas forcément pouvoir avoir besoin de prendre forcément un truc de récupération juste après, mais tout ce qui va être les séances de VMA, les séances intensives, les compétitions également, les sorties longues, tout ça, il est intéressant de prendre une petite collation après. Alors, il y a Nicolas qui me demande une recette de boisson récupération maison. Ouais, alors là, j'en ai un paquet. Hein. Tu peux avoir, alors, si tu ne prends pas les nôtres, hein, si tu ne consommes pas nos énergies diète, boisson de récupération, ça va être à base de lait. Alors, ça va être du lait végétal ou, pardon, excusez-moi, du lait végétal ou tout simplement un lait normal, hein, c'est lait de vache. Et dedans, tu vas tout simplement pouvoir y mettre une dose, par exemple, de chocolat en poudre ou si tu peux te faire un smoothie avec tout simplement en mettant un petit peu de sirop, un sirop de fruits, par exemple. Tu en mets juste un petit peu pour relever le goût et tu vas avoir une très bonne base de boisson de récupération. Toujours pareil, il va falloir que tu fasses attention à tes grammes de glucides. Donc, tu regardes le dosage. 6 à 8% de glucides, on va être grosso modo, que je vérifie, je l'avais noté quelque part, pop, pop, pop. On va être, oui, je l'avais noté, je l'avais dit en plus, hein, grosso modo, 14 à 20 grammes de glucides. Tu regardes ça sur la composition et tu peux déjà avoir ta recette de boisson. Après, si tu veux des recettes, Nicolas, tu m'envoies un petit mail parce que là, je ne les ai pas en tête, mais j'ai pas mal de recettes là-dessus.
autour justement de ces boissons de récupération. Et ça peut être utile de prendre une boisson de récupération, notamment parce qu'après, quand on est au travail ou on est pressé par le temps, la boisson de récupération, on met ça dans un shaker, on remue ou on l'a déjà préparé à l'avance et on boit. Et c'est vraiment l'idéal. Et d'ailleurs, sur la boisson, on va y revenir après dans le prochain PowerPoint, ou enfin le prochain PowerPoint, je pense, ou prochain slide. Ah, c'est pas celui-là, c'est un autre, mais on va y revenir. Je bois un petit coup. Pendant ce temps-là, vous pouvez poser également vos questions dans la fenêtre de chat. Donc, on a après oublier tes réserves d'énergie. Donc, ça, c'est un point très important aussi. Durant ta course, tu as épuisé toute ton énergie, tu as brûlé tes calories, consommé toutes les réserves de ton corps en faisant travailler tes muscles, tes tendons, tes ligaments. L'heure est aussi venue de se ravitailler, de ravitailler ces réserves qui sont épuisées au fur et à mesure, au plus vite, si tu ne veux pas entraver tout simplement la croissance de tes muscles et ralentir le processus de régénération. Et ça passe aussi par se ravitailler à l'entraînement. C'est une double erreur que font les coureurs à pied qui ne se ravitaillent pas à l'entraînement. En premier, tu n'apportes pas de l'énergie quand ton corps en a plus le besoin. On voit très souvent les coureurs courir en groupe, par exemple, qui même sur les sorties longues d'une heure ou 2 heures, 1 heure et demie, 2 heures, ne boivent pas d'eau, n'ont rien avec eux, n'ont pas un gel, n'ont pas une barre. Et donc, c'est une erreur parce que tu as épuisé tes stocks et tu ne seras pas dans des conditions optimales pour réaliser tes entraînements. Réaliser l'entraînement à l'eau claire pendant l'entraînement, ce n'est pas une bonne solution. J'en parle notamment dans notre programme qui est basé sur l'alimentation et sur les entraînements et les alimentations, certaines alimentations durant certains entraînements, notamment c'est le programme Renaissance Runner. Donc on a toujours cette idée qu'il faut consommer des produits pendant l'effort et surtout si tu as des entraînements qui sont variés, qui sont exigeants sur le plan physique et cardio. L'eau seule ne suffit pas. Et en deuxième, si tu ne t'obliges pas à consommer un petit peu de produits pendant l'effort, tu vas avoir alors, tu devras perdre l'habitude d'en consommer. Tu risques alors les troubles gastriques car ton organisme va être choqué, mais dans le mauvais sens du terme. Il ne va pas savoir comment réagir justement lorsque tu vas lui proposer des produits de l'effort, que ce soit des gels, des bars, des boissons, comme je l'ai vu là, les bars, je ne les ai pas avec moi, mais on en a aussi. Donc, que ça soit fait maison aussi, tu peux faire tes propres bars, tes propres boissons énergétiques maison. Et si tu n'as pas habitué ton corps à utiliser ces boissons-là pendant tes entraînements, alors, durant les compétitions, il ne va pas réagir de la bonne manière et tu risques d'avoir notamment les fameux troubles gastriques. C'est aussi à l'entraînement, on va tester des goûts, hein, ça c'est très important. On va tester le goût, forcément. On va aussi tester tout simplement le dosage, parce que parfois, ça va se jouer à une cuillère près, hein, que ce soit par rapport au goût, par rapport à ce que notre corps est capable d'assimiler. Et on va mettre en place les stratégies d'alimentation. Par stratégie, par exemple, j'entends, tu es sur l'ultra-trail, donc tu fais les rangs de course, et pendant les courses, tu vas alterner entre les bars, les gels, les boissons, les gommes. C'est à toi de trouver la stratégie qui te convient le mieux. Peut-être qu'au départ, tu vas commencer, si tu pars avec un camelback, avec la boisson énergétique, et après tu vas basculer sur de l'eau diluée, ou plutôt la boisson énergétique diluée dans de l'eau, parce que le goût sera trop prononcé en sucre et tu auras besoin de moins de sucre, mais tu vas compenser en prenant à côté des barres ou des gels. Et c'est comme ça que tu peux varier tes ravitaillements. Moi, par exemple, quand je faisais des courses par étapes, donc des courses sur 5 jours, des courses de 30-35 km grosso modo, en général, je partais avec deux bidons ou deux flasques de 500 ml, boisson énergétique. Premier ravitaillement du 10 km, en général, au 10e kilomètre environ, je gardais une flasque avec la boisson énergétique, j'avais consommé une flasque, je ne mettais que de l'eau, j'alternais pour l'autre deuxième partie de ravitaillement, et l'autre ravitaillement, à partir du 20e kilomètre, je commençais à consommer des gels et des barres, ou des gommes plutôt, et en alternance avec une fois sur deux une boisson énergétique et de l'eau plate. Donc, c'est un truc qui marchait très bien chez moi, et
à toi après de trouver tes propres stratégies. Ça peut être aussi se trouver cette stratégie pour les marathons également, savoir peut-être partir avec une flasque ou un bidon de 50 centilitres de boisson énergétique. Tu vas consommer ça au départ et après tu vas basculer sur les gels et de la boisson plate sur le ravitaillement. Avoir une flasque ou un bidon, par exemple, que tu pourras jeter ensuite au ravitaillement de boissons énergétiques, ça va t'éviter la cohue, notamment sur les premiers ravitaillements du 5 et 10e kilomètre, par exemple, où c'est que tu pourrais risquer de chuter en voulant prendre ton gobelet. Donc, c'est à toi à trouver ces stratégies. Bien sûr, pour tous les membres qui sont dans le programme d'entraînement ou nos formations, avec le plan modulable, tout ça, on discute stratégie et c'est très important de partager les stratégies pour une course. Ça fait partie de la réussite d'une course, pas forcément sur 10 km, bien sûr, mais sur semi, sur marathon et sur les trails et les ultras. C'est très important de parler stratégie et ça permet aussi de rentrer progressivement dans les jours qui précèdent sa course, de rentrer mentalement dedans. Donc, je regarde s'il y a des questions à ce sujet. Non, il n'y a pas de questions. Donc, je continue là-dessus. Hein, si je n'ouvre pas le bon écran, je vais avoir des soucis. Voilà. Hop, zapper le repas d'après-course. Ça arrive fréquemment, notamment, on s'entraîne le matin, on a pris son petit déjeuner avant, on s'entraîne et on part ensuite, juste après, au travail, ou on s'entraîne sur le coup de midi, mais on n'a pas le temps de prendre le repas, on se dit, c'est pas grave, je mangerai à 16 heures ou ce soir. C'est une erreur parce qu'on abîme la machine. Dans tous les cas, il faut réapprovisionner le corps pour éviter les crampes, la fatigue et les carences. Les carences, attention, c'est très important. Même dans notre programme Renaissance Runner, il y a toujours une collation d'après-course. Bien sûr, elle varie en fonction des stratégies qu'on a mis en place, mais attention à ça. Donc, si tu n'as pas trop faim après l'entraînement, ça arrive, hein, j'en connais beaucoup qui sont dans ce cas-là, ça veut dire que ton sang se trouve principalement dans les muscles et non dans le système intestinal. À ce moment-là, tu as besoin de mettre le tube digestif au repos et après l'entraînement, on a besoin de mettre le tube digestif au repos et c'est là qu'intervient la fameuse boisson de récupération, hein, ce que je te parlais tout à l'heure. Si tu n'as pas trop faim, si tu ne peux pas prendre un repas à ce moment-là, boisson de récupération avec les fameuses protéines plus glucides, ça va être vraiment très intéressant. Sinon, tu risques tu vas ruiner totalement tes efforts parce que tu seras trop fatigué pour les séances qui vont suivre. Et comme je t'ai dit, tu vas développer des carences si tu ne te ravitailles pas. Si tu zappes le repas d'après-course, c'est-à-dire si tu fais ton entraînement le midi et que tu ne manges pas à 13h, 14h, si tu fais l'entraînement le matin et que tu ne déjeunes pas après parce que tu as couru à jeun, et que tu veux prolonger les effets, c'est vraiment une mauvaise idée. Ou le repas du soir, tu vas t'entraîner à 18h, 19h, tu manges juste un fruit, puis basta, ou tu prends juste une boisson, et puis voilà. Donc, le processus de reconstruction accélère pendant les 30 minutes qui suivent l'effort, ça il faut le savoir, parce que je te dis la fameuse fenêtre de battement de récupération, elle va diminuer avec le temps, donc plus tu vas te ravitailler après l'effort, après la course, mieux ce sera. Si tu prends un apport de protéines, donc pour constituer les muscles, c'est très important aussi. Rien ne sert d'en prendre plus que nécessaire. Les réactions de l'organisme après l'effort sont limitées. Le corps, par exemple, ne peut en moyenne pas digérer plus de 20 grammes de protéines. Donc attention. Hop. Prot, voilà. Je te le mets ici. Attention à ton dosage de protéines. Hein. Donc calcule bien par rapport à si tu manges du jambon, tout ça. Nous, dans notre dernier diète, dans le dosage, la dose est respectée, donc on est un peu moins de 20 grammes de protéines par dose. Je l'ai plus en tête exactement. Pop, 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 je vais te dire ça tout de suite. Hop. Voilà, on est à 18 grammes. Donc on est juste dans le bon truc, 18 grammes par dose, qu'on mélange avec du lait par exemple, et c'est parfait. Donc, si tu prends le temps de savourer un repas, déjà, mentalement, ça va te faire du bien, ça va te reposer et ça va te permettre aussi à ton corps de se régénérer et de retrouver de l'énergie pour la suite de la journée. Décidément, j'ai toujours pas la même fenêtre qui s'affiche quand je veux regarder la fenêtre de chat.
Hop, hein. Combien de temps après l'effort? Ben, des œufs, c'est très très bon, hein. Tu manges 2 œufs. Moi, ce que j'aime bien faire, avec comme petit déjeuner de récupération, une galette de blé pour avoir tout simplement des glucides et 1 ou 2 œufs à la poêle que je mets dans la galette. Tu peux, moi je suis gourmand, donc tu peux remettre un petit peu de fromage par-dessus et ça va le faire aussi. Combien de temps après l'effort pour répondre à Patrick de Patrice, comme je disais, le plus rapidement possible, hein. Tu prends ta douche, ne le fais pas juste après, hein. Tu prends ta douche et là tu peux faire ton repas. Donc dans la demi-heure qui suit, c'est très bien, ça suffit, pas besoin de se précipiter non plus à vouloir trop vite, mais dans la demi-heure qui suit, 30-45 minutes, tu seras dans la bonne fenêtre de tir et ce sera parfait. Tu fais ça calmement. Si tu es au travail, ben, l'idéal c'est d'avoir un shaker, hein, et ça va très bien fonctionner. C'est important de le faire pour justement après les séances intensives, VMA, tout ça. C'est vraiment très intéressant à faire. Et si il ne faut surtout pas sauter un repas, même après une séance cool en endurance. Alors, je remets ma fenêtre de chat, ma fenêtre, le miel. On va finir sur un point, le dodo du runner. La course à pied soumet ton corps donc à beaucoup de stress. Et afin de pouvoir s'adapter à cette charge de travail, et nous adapter à cette charge de travail et pouvoir améliorer nos performances lors de prochains entraînements, on a besoin de repos. On a vu, je te rappelle donc le concept 1 plus 0 plus 1 égale 3. Bon, le égal est vachement énorme. Donc, course et sommeil, c'est aussi gagnant-gagnant. Ça rentre en plus dans ce cadre-là avec ce concept ici que je te demande de mettre en application, notamment si tu as un programme d'entraînement, comme c'est toi qui choisis le jour, les séances que tu vas faire, tu as le programme, c'est toi qui vas choisir le jour qui adapte par rapport à tes obligations professionnelles et familiales. Donc, pense toujours à ce concept extrêmement très important. Ton corps, il a besoin de 7 à 8 heures de sommeil par nuit pour pouvoir compenser les efforts fournis à l'entraînement. La fatigue physique, mais aussi la fatigue psychique, joue un rôle sur la performance. Donc ça, c'est très important aussi, de ne pas sauter le sommeil. La qualité du sommeil, par définition, est prépondérante dans la récupération musculaire, dans le relâchement des muscles, dans la sécrétion aussi d'hormones de croissance et la capacité de concentration. Alors, le sommeil normal se compose, grosso modo, on va dire, hop, 5, 6 cycles. On a 5-6 cycles de sommeil et 5-6 cycles qui durent 90 minutes, grosso modo. Chaque cycle débute par un stade de sommeil lent et qui devient de plus en plus profond, pendant lequel la récupération est maximale. Si tu le peux, tu peux également faire ce qu'on appelle des micro-siestes. Ça, c'est vraiment très intéressant aussi. Moi, j'en fais tous les jours. Hein. C'est pas pour ça qu'on est feignant, c'est pas parce qu'on fait des micro-siestes dans sa journée qu'on est feignant. Hein. Et il va falloir faire attention quand même sur les micro-siestes, sur la durée. Parce que tout simplement, il ne faut pas, si tu dépasses 1 heure, eh bien, par exemple, à ce moment-là, tu vas empiéter justement sur les cycles de sommeil, les fameux 5-6 cycles de sommeil plus haut. Donc, une micro-sieste, ça va durer grosso modo 20, 30 minutes. Et ça a été démontré, les études l'ont montré, l'organisme peut récupérer jusqu'à 70-90% de sa fatigue si tu as un bon sommeil et que tu pratiques les micro-siestes avec les deux ensemble. C'est très intéressant. Au-delà de l'heure, donc je te disais, tu empiètes sur une nocturne, donc attention sur ces micro-siestes, mets-toi le réveil ou une sonnerie, c'est le mieux. Alors, il y a aussi un autre point que je voulais voir avec toi, c'est l'entraînement du soir, notamment avec l'idéal, c'est avant d'aller au sommeil, avant d'aller te coucher, il faut qu'il y ait au moins, hop, attends, là, je vais le faire ici, il faut qu'il y ait 3 heures d'écart entre ton dernier entraînement, enfin, ton entraînement du soir et le sommeil. Donc, grosso modo, si tu cours à 18 heures, tu vas te coucher après, il faut que tu vas te coucher après 21 heures.
Si tu cours à 20 heures, il faudra attendre 22 heures pour aller te coucher parce que tout simplement, il y a l'excitation, tout ça. Et ton corps a aussi besoin de refroidir, de revenir à une température plus normale, de faire baisser l'excitation, les fameuses endorphines. Donc, l'idéal, c'est d'avoir 3 heures de décalage entre son sommeil, le début de son sommeil du soir et l'entraînement du soir, si tu t'entraînes le soir. Parce que l'entraînement entraîne forcément une augmentation de ton taux d'adrénaline, de cortisol, hein, et puis ça risque de te donner du fil de retour au moment de rejoindre ton lit. Donc attention sur ce point-là également, d'avoir ces fameuses 3 heures au moins d'écart. Isabelle, c'est pas grave, tu es maintenant là, pas de souci, il y aura le replay pour toi, il n'y a pas de souci. Alors, Patrick, c'est difficile à tenir pendant une astreinte d'une semaine consécutive. Tu parles de quoi là? Tu parles de la sieste parce que j'ai pas vu le début du message. Est-ce que tu parles de la sieste ou du. Je pense que tu parles de la micro-sieste ou de la sieste. Effectivement, quand on a des semaines compliquées, qu'on fait du 3-8, moi aussi j'avais des horaires quand j'étais dans la police. Les horaires n'étaient pas compliqués parce que c'était 10 h, 18 h ou 16 h ou 16 h, 22 h. C'était pas ça. Mais le souci que j'avais, moi, tu vois, c'est que les heures supplémentaires, si tu veux, les dépassements d'horaire, tous les jours pratiquement, au lieu de finir à 18 h, je finissais à 21 h, 22 h et le soir, 23 h, minuit. Donc finalement, on se retrouve à voir ça. Et je sais que c'est difficile. À ce moment-là, ce que je faisais, si je ne pouvais pas avoir une nuit complète, parce que parfois le matin, le soir, je finissais à 22 h, 23 h, je me levais à 4 h, 5 h pour partir en perquisition le lendemain matin. Donc c'était pas évident. Je faisais plusieurs micro-siestes. Je faisais une micro-sieste le matin et j'essayais d'avoir notre micro-sieste l'après-midi. Donc je sais que c'est pas évident. À ce moment-là, si quand tu es sur une semaine d'astreinte, une semaine consécutive, le mieux, c'est d'alléger l'entraînement. Essayer d'éviter d'avoir les entraînements les plus durs durant ta semaine d'astreinte. Et à ce moment-là, si tu es dans nos programmes d'entraînement, avec les plans modulables, à ce moment-là, tu me contactes, tu sais, tu me dis, j'ai une semaine d'astreinte, je suis à tel programme, je suis à telle phase. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de tout simplement justement de modifier un petit peu ça pour se retrouver, pour avoir un plan plus adapté sur cette semaine d'astreinte. Et c'est là qu'on peut intervenir avec Fred, justement pour te donner des conseils et des indices, des solutions à cette fameuse semaine d'astreinte. Donc, ça aussi, c'est important d'anticiper les semaines d'astreinte, les semaines difficiles pour au niveau de l'entraînement, pour essayer d'avoir un programme qui continue à te faire progresser au lieu d'évoluer en. La caméra est là, décidément, j'ai du mal avec la caméra, au lieu d'avoir des entraînements qui vont en dents de scie. Donc, je rappelle, vous pouvez laisser vos questions dans la fenêtre de chat. Et nous, on continue. Donc, jusqu'ici, nous avons vu 5 erreurs qui bloquent ta progression. 5 autres erreurs à éviter après un run. Donc, je te rappelle, l'idéal, c'est, tu vas peut-être pas pouvoir mettre tous ces conseils en application, mais si tu pouvais en prendre une ou deux et les mettre rapidement dans ton processus d'entraînement, dans ton programme running, pour voir les changements que ça va t'apporter, ça va te permettre déjà de mieux t'entraîner, de mieux courir, d'avoir de meilleures sensations. Hein. Ça peut très bien réaliser dans ton prochain mois d'entraînement, tu te dis, je vais réaliser le bon échauffement pour les séances de VMA, par exemple, et justement, après ces séances de VMA, de prendre une petite collation, hein, un yaourt aux fruits, par exemple, un yaourt au citron ou un yaourt, tu mets un petit peu de miel dedans, tu as tes glucides rapides, tu as une base de protéines, et tu bois derrière de l'eau, de la badoie, n'importe quoi, ce sera déjà un bon point de départ. Toujours utiliser ces conseils, essayer de les mettre le plus souvent en application. Et si tu ne peux pas les mettre tous, tu vas pas pallier un ou deux à chaque fois. Et bientôt, la séance de questions-réponses, plus la fameuse surprise. Il y a une petite surprise. Donc, on va l'aborder très rapidement. Es-tu d'accord avec moi pour dire que jusque-là, c'est un moment utile, beaucoup plus utile que les informations du 20h des journaux qu'on a passé ensemble? Es-tu boosté et motivé pour encore plus progresser en course à pied et savoir comment mieux t'entraîner? Ma promesse a été-elle tenue pour ce soir? J'espère que oui, et je pense que oui.
Alors, on va répondre bientôt à quelques questions pour la conférence. Mais avant cela, quelle est donc cette surprise? C'est tout simplement, il est enfin disponible, notre maillot de trail. Hop, je vais changer de couleur. Après celle-là, notre premier maillot, hashtag running et trail.net. Donc, le voici. Donc, c'est un maillot qui a deux particularités. J'ai un maillot test. C'est un maillot qu'on a utilisé pour les tests qui est ici. Donc, tu vas le voir, c'est un maillot trail. Donc, c'est pas les maillots qu'on nous donne à la sortie de course, hein. Donc, c'est un maillot de qualité. La technologie, c'est du Coltex. Donc, évacuation de la transpiration, aération, etc. Les particularités sur ce maillot, et tu l'as ici. Alors, j'espère que les couleurs vous plaisent. Déjà, dans les commentaires, vous pouvez me dire si le maillot vous plaît au niveau des couleurs. C'est le premier maillot qu'on a décidé de faire. Il y a donc ici au niveau fermeture éclair de 14 cm, notamment en trail, c'est toujours sympa parce que quand on fait les trails de montagne, par exemple, on monte, on descend, en haut, on a froid, on a envie de remonter, on descend un peu, on a chaud, donc on veut baisser. Donc voilà aussi quelque chose. Autre chose de point important, il y a des renforts au niveau des épaules, mais aussi euh, ici, mais également un peu partout sur le maillot. Ce sont des renforts tout simplement pour lutter contre l'abrasion quand tu mets un sac à dos, mais aussi contre les frottements. Et également, aussi un autre point très important, mais quand il y a les branchages, tout ça, les branches, tout ça, parfois en trail, tu peux en choper. C'est un maillot running évidemment aussi. Ça, c'est un deuxième point important. Troisième point, sont ici. Tu as des poches latérales. Alors, les poches latérales, elles vont se situer ici ou ici. Elles ne sont pas zippées, les poches, mais il n'y a pas besoin parce qu'elles sont assez profondes. Tu peux y mettre plusieurs gels. Moi, je mets 3-4 gels. J'ai testé 3-4 gels dans chaque poche. Gel type Oversi, mais j'avais testé. Tu peux mettre des gommes, tu peux mettre ce que tu veux. Ça ne va pas bouger et tu ne vas pas le sentir. Ce n'est pas un maillot qui est compressif. Donc, ce n'est pas un maillot comme Compressport ou Skin. Ce n'est pas un maillot qui compresse. C'est un maillot qui est ajusté à la taille. Ça, c'est un quatrième point important. Et il y a, bien sûr, le logo qui est ici. Le logo avec tous les pays de nos principaux membres. Donc, il y a la France, la Suisse, Belgique, Luxembourg. J'ai mis les drapeaux aussi de nos régions, Réunion, Martinique, le Québec aussi, où ce qu'on a le client, l'île Maurice. Hop, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Enfin, on n'a pas tous les mettre, mais on a mis les principaux. Le Sénégal, non, Nicolas, tu es le seul du Sénégal. Donc, non, il n'y est pas. Il n'y a pas le Sénégal, tu es le seul pour l'instant du Sénégal. Et en plus, quand tu as commandé chez nous, on avait déjà lancé les maillots et tu n'étais pas encore arrivé. Donc, il n'y a pas le Sénégal. Mais il y a 13 pays, il y a dont la France, bien sûr, forcément. Ça, c'est le maillot que vous allez pouvoir découvrir. Et je sais qu'il y en a déjà qui l'ont. Hop, je vais chercher le lien, bougez pas. Hop, hop, hop. Alors, on va le faire. Hop. Voilà, ça y est, je cherchais le lien pour vous le mettre dans la fenêtre de chat. Ça va arriver, bougez pas, vous inquiétez pas. Il y a de la technique un petit peu ici. Hop. Effectivement, parce que ce maillot, donc là, voilà, on peut le voir un peu plus. Les différentes parties. Ce maillot, avec les différentes couleurs, il va être, on fait les commandes groupées pour ce maillot. C'est-à-dire que une fois la commande groupée passée, il ne sera plus possible de commander parce que c'est des petites commandes personnalisées parce que le maillot est entièrement personnalisé. Donc, on est obligé de grouper les commandes et on ne peut pas faire des stocks là-dessus sur ces maillots. Cela, donc, tu peux le recevoir. Les livraisons du maillot, même si Jimmy le reçoit dès maintenant, les livraisons du maillot sont en août. Et donc, tu auras le maillot Running et Trail qui est prévu de livraison en août. C'est des maillots savants, tout simplement, parce qu'ils sont avec des livrets de l'entraîneur qui sont vendus 12 à 30 euros, parce qu'il y a plusieurs packs, tu vas voir ça sur la page qui suit. Ou alors avec le programme PCT, qui est notre programme pour trailer, avec des plans modulables pour des trails courte distance, moyenne, longue et ultra, bien sûr. Et également avec des formations vidéo et MP3 autour de l'entraînement trail, des plans modulables, etc., etc.
Donc, on fait une offre spéciale pour le webinaire avec une durée limitée. Tu as l'adresse, mais pour toi, je vais te la mentionner dans la fenêtre de chat. Il existe modèle femme, effectivement, il y a un modèle femme. Je ne l'ai pas avec moi, c'est ma femme a testé le modèle femme, le modèle running, parce qu'il y a le modèle trail et le modèle running. Elle a testé le modèle running et elle avait le modèle femme. Hop, je vous mets là. Ce n'est pas des maillots unisexes, il y a les deux. Et je vais le mettre également les tac. Et pas pour les maillots. Un clic. Et voilà. Vous pouvez y accéder. Donc, vous verrez la description du maillot si ça vous intéresse effectivement. Donc, attention au chrono qui tourne jusqu'à mardi. Le mercredi matin, j'envoie la liste aux partenaires avec qui je fais ces maillots et on part là-dessus sur cette première commande avec le pack que tu choisis. Les frais de livraison sont compris, hein, ils ne sont pas marqués, sont compris. Les frais de livraison partout où tu habites sont compris. Le Sénégal, je ne sais pas comment ça va marcher, mais je ne sais pas si on peut livrer au Sénégal. En tout cas, moi je livre à tous les pays, en principe, même au Sénégal, mais là aussi, je ne sais pas comment ça va marcher. En tout cas, je prends le risque sur les frais de port pour ceux qui habitent à l'étranger, ce sera compris. Je ne vais pas rajouter par rapport au prix du maillot hashtag running et trail. Donc, on est sur un maillot de qualité, je le rappelle, hein, ce n'est pas les maillots de fin de course, comme je l'ai dit. Donc, c'est la première version de ce maillot qu'on va faire et qu'on va faire j'espère, pouvoir vous livrer durant le mois d'août. Il y a 4 à 6 semaines pour la fabrication de ces maillots. Et nous, on se charge après de faire la livraison. Donc, je continue ma... Allez, donc cette offre spéciale seulement pour 5 jours, hein, c'est rapide et précis, on ne va pas faire long. Juste avant que je parte en vacances et avant que je me lance dans une autre formation, où c'est que je veux passer pour acquérir de nouvelles compétences. Donc, on va faire tout ça rapidement. Et j'attends vos questions et réponses. Si vous en avez, bien sûr, à me poser. Ouais, il y a un modèle running. Alors, le modèle running, on ne l'a pas pris. Tout simplement parce que le modèle running, il n'y a pas le col. Il n'y a pas le col. Alors là, pour l'instant, on n'a pas voulu le prendre. Il n'y a pas le col, il n'y a pas les poches. Donc, pas le col, pas les poches. Pour une différence au niveau tarif qui n'était pas énorme à la production. Donc, on a préféré partir uniquement sur maillot trail running parce que même s'il va courir sur la route, la matière est la même. Hein. Là, il y a juste des petits renforts pour l'abrasion, mais la matière est la même. Moi, j'ai les deux. Le deuxième, je ne l'ai pas avec moi, mais c'est la même matière, c'est doux. Et on a fait le pari qu'avec des poches et avec un col en plus, le col zippé, ça va permettre, même sur les marathons, par exemple, pour vous, d'avoir quelque chose en plus. Ça va permettre, par exemple, de partir avec un ou deux gels dans les poches, et ça peut être toujours un plus par rapport à ça. Ou si tu vas courir une sortie courte d'une heure ou de 40 minutes, tu peux toujours mettre un gel, un truc comme ça dedans, au cas où il y a un petit souci. Ouais, les poches, c'est pratique. Donc, je rappelle, les poches ne sont pas zippées, hein, mais elles sont assez profondes. Et surtout, alors, moi, je suis fan des poches sur les maillots de running. Le problème, souvent, avec les poches, même si elles sont zippées, c'est qu'elles sont derrière. Et où il faut se contorsionner. Alors, moi, quand je cours, je ne suis pas très souple du dos. Et c'est un petit souci pour aller chercher si on met un gel ou un truc comme ça dedans. Et du coup, là, ils sont vraiment sur le côté, juste à mettre la main, à retirer le gel, et ça se fait vraiment très très facile. Patrice qui demande le PCT est faisable après une reprise, après 6 mois d'arrêt. Le programme, oui, tu prends un programme très court, tu vas reprendre en douceur. N'oublie pas que les plans sont modulables. Donc, du coup, comme ils sont modulables, tu vas voir avec moi principalement comment on va réadapter ton programme, tout simplement. Par exemple, si on prend un programme très court,
on va peut-être l'adapter au départ pour qu'il soit un peu plus facile. Par exemple, si tu avais l'habitude de courir 4 fois par semaine, on va dire, on va peut-être partir sur 3 fois en le modifiant un petit peu, ou en partant sur le plan de 3 fois en le modifiant aussi également un petit peu pour qu'il n'y ait pas trop d'intensité, trop de volume d'entraînement dès le départ. Peut-être en mixant un petit peu avec du vélo ou d'autres activités sportives. Ça, comme le plan est modulable, après, on en discute ensemble et on voit ce qu'on peut faire ensemble pour le programme. Mais oui, effectivement, de toute façon, il faudra bien reprendre un moment ou l'autre par un programme d'entraînement. Oui, effectivement, c'est faisable. Alors, si vous avez des questions sur la conférence, sur les maillots, hein, allez-y, faites-vous plaisir. Alors, est-ce que Anthony est là? Parce qu'Anthony a commandé un maillot avant même la masterclass. Je l'ai vu passer tout à l'heure. Et apparemment, il n'est pas resté dans le chat. Parce que, hop, il n'a pas mentionné sa taille. Donc, vous avez aussi le guide de taille. Hein, vous prenez les mensurations pour le guide de taille. Donc, je rappelle, ce sont des maillots qui sont ajustés au corps, qui ne sont pas. C'est pas la compression. Hein, donc, si on a des petits bourrelets, ça va passer facilement. Alors, pourquoi il est difficile, parfois difficile de s'alimenter en trail? Tout simplement parce que plus l'effort est long, plus c'est compliqué de s'alimenter, notamment au niveau du sucré. On a un rejet, on va dire, quasi naturel du sucré au fur et à mesure que l'effort se prolonge. Donc, si au départ les gels passent bien, et bien ensuite ça a du mal à passer parce que c'est trop sucré. Et aussi, en courant, hein, il y a les impacts au sol. Alors, même si c'est de la rando de course, les impacts au sol, tout ça, l'effort physique qui se prolonge, tout ça, ça restreint ton tube digestif et c'est là qu'on voit beaucoup de troubles gastriques. Il faut savoir que sur un trail, notamment sur les trails longs, les ultra-trails, la majorité des abandons sont dus à des troubles gastriques, des problèmes alimentaires parce qu'on n'arrive plus à s'alimenter. Et c'est pour ça qu'il est important d'apprendre à s'alimenter sur les efforts longs. Et je recommande souvent d'utiliser toujours les produits, de trouver ces stratégies sur les rangs de course. Alors, tu vas peut-être pas faire sur toutes tes rangs de course ou tes sorties longues, t'alimenter strictement comme si tu faisais une course, mais une fois sur deux, tu vas essayer d'avoir un bon processus, d'avoir une bonne alimentation pendant tes efforts pour habituer ton corps tout simplement à utiliser l'alimentation sous différentes formes de gel, de boissons. Ça peut être tout simplement aussi de boissons de l'effort de récupération, un mix milkshake par exemple, de lait et de comment ça s'appelle de protéines par exemple. Je sais qu'il y a un coureur d'ultra trail, un américain, j'ai lu son livre, il avait une boisson à base de lait d'amande. Alors j'ai essayé, ça peut être pareil, bizarre. J'ai essayé l'alimentation comme ça, m'alimenter sur un trail avec du lait d'amande et avec un mixte, il y avait d'autres choses dedans. Hein. Et ça, et à côté, je prenais de l'eau et ça s'est super bien passé, j'ai pas eu de problème. Mais bien sûr, tout ça, il faut les tester à l'entraînement pour le savoir. Donc, si vous avez des questions, allez-y, posez-les dans la fenêtre de chat. Et donc, surtout, si vous prenez les maillots, vérifiez bien la taille hein, à choisir. Parce que Anthony. Oui, Patrice, oui. Alors, il n'y avait pas du céleri hein, dans ma boisson, céleri betterave, il n'y avait pas. Il y avait lait, amandes, j'avais du miel un petit peu, du citron, je n'ai pas souvenir du citron, mais il y avait aussi un autre produit. Alors, c'était un produit naturel, je ne sais plus ce que c'était, des graines de chia. Voilà, il y avait des graines de chia dedans. Alors, ça fait un peu spécial à boire, hein, ça fait un peu plus pâteux, plus épais. Mais j'avais peur que ça passe pas et j'avais fait une grande course de 3-4 heures et ça s'était bien passé. Donc, comme quoi, parfois, il faut se méfier des a priori. Et c'est pour ça que j'avais testé son livre. Je ne l'ai pas là aussi, c'est dommage. Il faudrait que je le reprenne, mais c'était un super livre. Et il y avait plusieurs recettes. J'avais fait aussi une autre recette qui était sympa à faire. C'est une galette avec du houmous dessus, galette houmous. J'ai fait ça. Et ingrédients aussi que j'avais mis dedans.
Et j'avais pris ça en ravitaillement solide également, en rang de course, et ça passait super bien. J'avais même pris ça, j'ai fait tester ça en compétition sur des trails de 30-40 km. Et je peux te dire qu'il fallait que je fasse attention parce qu'à côté, on voulait me piquer la galette parce que tout le monde trouvait ça bon. Et c'est vrai que c'était vachement bon et ça passait, ça se passait parfaitement bien. C'était surprenant, mais ça passait bien. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Ah, la bière, la bière. La bière. Oh là 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 là. Attention, la bière. Alors là, tu vois, je ne vais pas me compliquer la vie. Je vais être un peu feignant à cette fin de formation. Alors, attends, bouge pas, hein. Tu vas voir, on va faire très très simple. Hop, je vais sur Internet. J'écris un article là-dessus, sur justement la bière. C'est sur le forum, sur notre forum. Pop, 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 et je vais te le retrouver. Pourquoi la bière après l'effort n'est pas recommandée pour les coureurs à pied. Et tu vas la voir apparaître dans la fenêtre de chat. Euh, tout simplement, pourquoi la bière n'est pas. Alors, c'est un long article que j'avais écrit. Quelles sont les raisons pourquoi la bière après le running, il faut l'éviter. De temps en temps, on peut en boire, hein, ce n'est pas un trop gros souci, mais attention, ne pas à faire ça tout le temps, quoi. Mais après une compétition, je comprends, après l'entraînement, non, il vaut mieux éviter. Il vaut mieux aller sur la boisson de récupération ou une boisson d'effort. Ce sera beaucoup plus utile et beaucoup plus efficace. Alors, Warel, Warel, alors je ne sais pas si je prononce bien. Alors déjà, tu peux me tutoyer, hein, il n'y a pas de souci avec ça. Quelle est la différence entre nos différents plans d'entraînement suivant les packs? Alors, le pack PCT, ça va être les programmes trail, tout simplement. Là, il y a des distances courtes, moyennes, longues et ultra. Les séances d'entraînement de 3, 4, 5 séances par semaine. Les plans sont modulables, donc ça veut dire que c'est surtout ça qu'il faut voir. On est les seuls à le proposer, c'est que tu peux me contacter parce que tu as une occupation, des contraintes, tu as besoin d'avoir une modification sur ton plan d'entraînement, ou tu as des séances d'entraînement que tu ne peux pas faire selon la catégorie où c'est que tu te trouves actuellement, où c'est que tu habites. Et à ce moment-là, tu rentres en contact avec moi et je te proposer deux ou trois solutions pour que ton plan t'adapte normalement et que tu puisses suivre la suite du programme normalement. Après, on a le programme Booster notre VMA. Donc là, c'est tout simplement les séances actuées pour améliorer et booster ta VMA, améliorer ta VMA, l'entretenir, tout ça. Ça, ce sont les plans booster ta VMA qu'on va utiliser avant les plans spécifiques comme le programme PCT par exemple pour un plan de trail ou avant un programme qu'on a bien sûr pour les 10 km et les marathons. Le programme booster ta VMA se met avant, en fait, avant d'attaquer un autre programme pour déjà avoir stimulé au maximum ta VMA et être dans des capacités optimales avant d'attaquer un plan spécifique. Après, donc, je pense que parce que tu es sur la page du programme. Si c'est un plan d'entraînement par rapport à un pack de livres, avec les livres, là, ça va être au hasard, ça va tomber sur n'importe quel plan d'entraînement. Mais si tu as besoin d'un autre plan d'entraînement, tu me diras, je te l'enverrai à ce moment-là. Ou alors, tu m'envoies, si tu passes une commande, la commande, et tu m'envoies un petit mail pour me dire le livre, les plans d'entraînement que tu aimerais avoir. Et je regarderai si dans les livres qui me restent. Alors, les livrets de l'entraîneur, hop, je vais mettre un par exemple là, pour ceux qui n'ont jamais reçu. Hein. Hop, c'est des livrets comme ça. Donc, il y a des articles. Là, on a des programmes pour renforcement du dos et abdos. Et les plans d'entraînement sont sous cette forme-là. Bien sûr, c'est les plans modulables. Donc là, c'est pareil que sur le programme en ligne. Il suffit de me dire s'il y a des modifications à faire. Et ça, c'est ça que tu vas recevoir. C'est ça que vous allez recevoir. Ceux qui vont commander les maillots, vous allez retrouver un exemplaire de ces entraîneurs. Hop. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans la fenêtre de chat
à les poser comme d'habitude. Et j'y répondrai bien sûr avec très grand plaisir. Je vois que quelqu'un écrit, elle attend qu'il mette la réponse, la question, et après, on va pouvoir se quitter pour cette conférence. La prochaine aura lieu. Alors, je pars en vacances la semaine prochaine. Les chaussures que je présente, tu les testes en vrai. Les chaussures, tu parles de sur Testa Outdoor, sur le site. Alors, celles qui sont testées, ouais, c'est les tests qui sont faits. Les tests qui sont sur Testa Outdoor, c'est moi qui les teste, ouais. Il y a aussi Vincent qui est pas là, qui fait partie du staff sur Testa Outdoor, qui teste aussi quelques chaussures. Mais les tests qui sont sur Testa Outdoor sont tous faits par moi, effectivement. Que ce soit les chaussures, le reste, ouais. Oui, oui, les chaussures que je mets en test, je les teste. Après, je peux te parler d'autres chaussures, notamment pour suivre l'actualité de la chaussure de running, de trail. Mais là, non, s'il n'y avait pas marqué de test, je n'ai pas testé. Je ne peux pas tout tester, tester toutes les chaussures qu'il y a. Ok, merci, c'est toi, pas dit, c'est parfait. Alors, 1h37 déjà, un peu moins long que les autres fois, hein. Donc, ouais, donc je disais fin juillet, donc je pars en vacances, fin juillet, je ferai certainement une conférence autour de stratégie pour le 10 km. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de 10 km, ça va être l'occasion de se remettre là-dessus. Dès août, j'attaque ma formation moi pour me former, donc pour un nouveau petit diplôme. Mais quand même, je prévois fin août une autre conférence qui sera peut-être axée plus sur le marathon. Donc fin juillet, 10 km. Fin août, le marathon. Ça va être en fonction tout simplement du travail que je vais avoir parce que je vais quand même continuer à me couper de mes petits loulous, donc de vous, des sites et de ma formation que je veux passer. Donc, j'espère que celle de fin août, elle ne va pas passer à la question. On les pose immédiatement, sinon on va se souhaiter une bonne soirée. Je vais vous dire donc à bientôt et à ce moment-là, pour ceux qui partent comme moi en vacances au mois de juillet, ben, je vous souhaite de bonnes vacances. Sinon, à mon retour, on va pour de nouvelles conférences en ligne. En tout cas, je vous remercie d'avoir assisté à cette conférence. J'espère que ça vous a plu, que vous en avez tiré des enseignements. S'il y a des questions, vous aurez de toute façon le replay qui va arriver. Le replay qui va arriver. Et également, vous pouvez me contacter par mail ou sur le forum, directement sur notre forum pour poser vos questions. Vous pouvez récupérer la méthode gratuite SEC qui est aussi sur le forum. Et puis voilà, donc attention pour les maillots, on clôture la commande mercredi matin quand je me lève, je serai au Portugal, donc il y aura une heure de décalage, alors attention à vous. Quand je me lève, je supprime la page du replay et également de ce premier jet de maillot. Merci à vous tous pour vos messages. Je vous souhaite également de passer un bon week-end et bonnes vacances. Merci Isabelle. Oui, nous on peut sortir de Madagascar, on n'est pas bloqué sur l'île, donc on va en profiter. Normalement c'est bon, hein. Il ne faut pas tomber malade maintenant, parce que sinon là c'est cuit, on reste en France. Donc voilà, je vous dis à tous à bientôt. Merci de nous avoir suivis et bon run à tous. Ciao ciao.